Donc encore une fois, merci aux éleveurs, aux conseillers et aux collègues d'avoir participé aux ateliers. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on fasse un tour des leviers identifiés. Alors dans les retours que j'ai eus là, juste après les échanges à chaud, j'ai identifié plusieurs gros postes. Donc les trois principaux étant l'alimentation, la gestion du troupeau et la gestion, on va dire agro de la SAU. Donc peut-être qu'on peut commencer par l'alimentation. L'idée c'est que chaque groupe fasse un petit retour sur les leviers identifiés et ce qui en ressort des échanges du groupe. Viviane, du coup, Viviane et Richard, je vous laisse commencer vu que Beauvain-Lait, vous aviez un max de monde, vous devez avoir plein d'idées du coup à nous proposer. Pensez à bien parler dans les micros quand vous intervenez. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse la parole du coup. Bonjour à tous. Sur l'alimentation, ce qui est ressorti, c'est les légumineuses dans l'alimentation, optimiser la ration, de la pâture et contractualiser les aliments avec des courtiers. Nous, au niveau du groupe bovin viande, nous avons également l'optimisation des rations avec l'analyse de fourrage permettant de pouvoir alimenter en faisant des lots d'animaux. L'analyse du colostrum par rapport à l'immunité et la santé des veaux. Davantage de légumineuses au niveau du système fourrager, notamment pour avoir des stocks de fourrage. Et également augmenter la surface fourragère pour sécuriser le stock fourrager, étant donné qu'on était sur une exploitation où on avait pas mal d'achats à l'extérieur. En Caprin-Lait, on a mis en évidence pour l'exploitation d'Étienne de jouer sur du métail fourrage, sur la composition des métails grains, la mise en place de luzerne pure et peut-être l'opportunité de pâturer. Alors en ovin viande, donc sur l'exploitation de Charles, l'objectif c'était de faire un peu plus de luzerne en pur, voilà, d'optimiser les rations avec aussi un peu plus de qualité au niveau de la ration, de développer aussi une ration autonome pour les en autonomie pour les brebis avec un peu plus de févrole, voilà, donc févrole grain. Et aussi au niveau alimentation, si je repasse tout, oui, et le pâturage, essayer de développer du pâturage avec voilà, en parallèle du changement de conduite de reproduction. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Mais, voilà. Alors donc nous, on était sur un système au lait, donc dans lequel il y a du maïs. Donc une des voies qui a été creusée, ça a été donc le fait d'arrêter le maïs et de le remplacer par de la légumineuse. Bon, sachant que la particularité de l'exploitation du GO, c'est qu'il y a un système ovin-lait, bovin-viande et que sans doute les bovins-viande vont s'arrêter. Pas sans doute, c'est sûr, quoi. Donc voilà, on a travaillé avec ça et donc par contre avec une question derrière ça, c'est si on arrête le maïs, c'est la qualité énergétique de la ration qui peut avoir des conséquences sur le prix du lait, sur la MSU. Voilà. Donc ça, c'est le premier levier qu'on a traité et qu'on a approfondi. Et l'autre question qu'on a approfondie parmi tout ce qu'on a soulevé, c'est aujourd'hui une production de 350 litres en gros par brebis, c'est de mettre plus de brebis, de produire le même volume, mais de réduire le nombre de brebis pour économiser des concentrés. Voilà. Pardon ? Le nombre de litres, pardon. De réduire le nombre de litres, garder le même volume global à l'exploitation et pour réduire les quantités de concentrés et être beaucoup plus autonome. Voilà les deux leviers qu'on a approfondis. Avec des questions. Une question qui reste sur le deuxième en particulier, c'est l'incidence économique, puisqu'on n'a pas pu la mesurer, quoi. Donc je disais par rapport au pâturage, une des propositions qui a été faite pour levier d'amélioration sur mon exploitation, du coup, c'est vis-à-vis de ça, la problématique travail qu'il faut arriver à quantifier, disons. Et aussi la problématique de l'organisation et de la gestion du parasitisme. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, dans mon cas, ce qui a été vu, augmenter la SFP pour réduire les céréales, bon, c'est ce qu'on met en œuvre là. Le risque, c'est après la contrepartie. Moi, bon, les céréales bio me confortaient mon système aussi dans la sécurité du revenu.
Après, c'est le marché bio qui veut aussi que, actuellement, je délaisse tout ça, quoi, parce qu'il y a plus cette marge intéressante sur le blé notamment. Donc oui, en gros, tout ce qui a été l'optimisation des rations, l'analyse du cholestérol, les légumineuses, ça, sur les légumineuses, c'était surtout réimplanter. Je pense que le problème de mon système, c'est surtout le vieillissement de certaines prairies. Les prairies multi-espèces, c'est bien, mais après, j'ai peut-être raté un échelon dans on voit la différence entre les nouvelles implantées et celles qui ont 7 ou 8 ans, là. Il y a du travail à faire dessus en régénération. Bon, mais moi, sur ce qu'on a trouvé là, sur les févroles, ça me convient très bien. Après, les luzernes, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup. On a essayé d'estimer des surfaces, donc ça me semble beaucoup. Bon, après, il faut, je sais pas ce qu'il est faux, mais il faut réfléchir à revoir l'assolement de façon à les mettre en place. Et voilà. Moi, dans mon système, chez moi, du coup, la question de l'arrêt du maïs se pose. Le maïs, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on l'utilisait que pour les brebis, même si on avait le troupeau de vaches qui va être arrêté. Mais bon, savoir si ça vaut le coup. Donc, il y a le problème de la couverture énergétique, ou est-ce qu'il faudrait pas faire que du maïs épi, justement, pour avoir un produit de meilleure qualité et gagner donc sur la part aliment. Voilà, donc bon, ça à se questionner, voir dans l'assolement comment intégrer tout ça. Et après, sur ce qui est diminuer la production laitière, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, au jour d'aujourd'hui, il faut regarder par rapport à l'exploitation. Il y a des investissements qui sont faits, qui à un moment donné, il faut arriver quand même à un montant de BE à couvrir tous les ans pour couvrir les annuités qu'on a. Donc voilà la question. Mais sinon, c'est quelque chose que des fois, je pense, on devrait plus se questionner aussi, en restant. Mais ça peut se questionner. Tout dépend de la part d'annuité qu'a chacun et chaque exploitation, quoi. Voilà. Après, nous, le fait d'enlever les vaches, on va quand même désintensifier, donc là, augmenter la part de légumineuses et donc essayer de jouer sur tout ce qui est les charges d'engrais et puis voir aussi au niveau charge de mécanisation, enfin tous les leviers possibles sur l'exploitation. Oui, donc moi, dans mon système, ce qui me paraît un peu plus compliqué, on va dire, c'est la mise en place du pâturage. Bon, déjà pour des raisons de travail et d'organisation, et d'autre part du fait que la pousse de l'herbe, quand il y a des sécheresses chaque année, c'est quand même pas forcément évident que ce soit vraiment un vrai apport alimentaire pour le troupeau en tout cas. Et ensuite, la mise en place de plus de légumineuses dans le système, si c'est au détriment du maïs, c'est pas forcément évident dans la mesure où actuellement, tant qu'on a de l'irrigation, on va dire autant qu'on peut, c'est vrai que le maïs, ça reste quand même une culture qui participe pas mal aux revenus de l'exploitation. On a fait le tour sur le premier volet, alimentation. Donc après, le deuxième paquet, oui, j'entends pas. Oui, je sais pas, vous voulez réagir ou compléter dans la salle, pardon. Puisque vous étiez dans les ateliers de vos filières, mais pas forcément dans les autres. Donc, oui, donc tout ce qui concerne la gestion du troupeau, peut-être on peut refaire donc maintenant un petit tour de ce qui est ressorti. Vous prenez plutôt celui-là, peut-être, il sera plus facile à manipuler. Alors, donc nous, on était un petit peu rapide parce qu'on a donné les deux principaux qu'on a travaillé avec les groupes. Peut-être juste la remarque que je peux faire par rapport au travail, et ils confirmeront. On a parlé de l'arrêt du maïs dans son cas. À première vue, ça paraît évident comme ça. Mais dès qu'on creuse un petit peu, dès qu'on se repose la question des rations, dès qu'on se pose ces questions-là, effectivement, aujourd'hui, ils ont un bon niveau de MSU. Et quelles sont les conséquences? Donc c'est vrai qu'il y a des conséquences qu'on peut mesurer facilement quand on prend un levier. Et il y a des conséquences induites qui sont des fois moins faciles à mesurer, à identifier. J'économise une tonne d'ammonitre, c'est 800 €.
c'est facile. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins faciles à évaluer. Et c'est ce qui complexifie un peu les choses. Alors pour revenir au sujet, dans la gestion au niveau du troupeau, il y avait la question qui s'était posée de l'avancée ou reculer la date de traite. Donc il explique, tu diras un peu ce que tu en penses. Voilà ce qui avait été levé. Il y avait aussi des questions au travers de l'alimentation des agnelles. Donc aujourd'hui c'était de l'achat d'aliments, donc c'était plutôt d'aller vers des matières premières, céréales. Et puis après c'est les principaux qui ont été cités sur la partie troupeau de mémoire. Voilà, je crois que voilà, c'est ce qui a été principal. Si sur l'aspect troupeau, ce qui a été aussi évoqué, c'est de travailler sur la génétique, donc pour améliorer les performances à l'animal. Peut-être si tu peux réagir par rapport à ça, par rapport à ton système. Donc nous, la période de traite, on a mise bas de fin septembre, début octobre pour un début de traite donc à la Toussaint, grosso modo. Et donc il a parlé d'avancer la traite, c'est pour une histoire d'éviter de gaspiller de l'herbe à l'automne. En fait, on a du mal à faire pâturer vu qu'on a les brebis qui ont mis bas. Avancer la traite, chez nous, il en est plus ou moins hors de question. Mais ça, c'est d'un point de vue personnel. Avec mon frère, voilà, on a une vie de famille, enfin voilà, des gamins et autre chose, on ne veut pas, surtout pas avoir d'agneau l'été. La question pourrait se poser, pourquoi pas, de reculer la période de traite un petit peu pour bénéficier de l'herbe d'automne qu'on a du mal à valoriser. Voilà, et après. Et les agnelles, ben là, la question, ben vu qu'on arrête les vaches, je pense qu'on va avoir, la question se pose de dédier de la pâture, plus de pâture aux agnelles, donc économiser un peu d'aliments. Et jusqu'à maintenant, on les faisait mettre bas en même temps que les brebis, donc on avait des agnelles qui mettaient bas à 1 an, ce qui demandait de les pousser quand même pas mal en aliments pour avoir des agnelles d'un gabarit comme il faut pour pouvoir mettre bas. Et là, on va les décaler de un bon mois, voire 1 mois et demi, donc déjà, on va les laisser venir plus tranquillement et donc moins pousser en charge alimentaire. Du coup, nous, donc en ovin viande, au niveau de la conduite troupeau, on a réfléchi à un changement total de la conduite de repro du troupeau. Jusqu'à présent, Charles était en système 3 agnelages en 2 ans. L'objectif, ce serait de passer à un système de 1 mise bas par an en 2 périodes. Donc effectivement, il expliquera pourquoi, ce qu'il a prévu. Tout ça avec un objectif effectivement d'avoir un lot de mise bas en moins, donc forcément d'économiser énormément au niveau du stock et au niveau des concentrés. Pareil qu'au niveau de mes collègues au vin lait, en fait, il faut quand même chiffrer l'incidence que ça a sur le BE, sachant quand même d'expérience, on sait que quand on désintensifie un peu la conduite de reproduction, ça permet d'optimiser aussi certains critères sur les mises bas qui restent. Donc quelque part, on va diminuer un peu en nombre d'agneaux produits, mais on va se rattraper. Voilà, il n'y a pas une diminution d'un tiers, quoi. Et ça permet ce changement de conduite de reproduction permettait aussi donc d'économiser du stock et de réorienter en fait l'assolement vers un peu moins d'orge produit. Donc je reviens à ce que je disais sur l'alimentation tout à l'heure, d'avoir un peu moins d'orge produit et de réorienter en fait l'assolement vers un peu plus de légumineuses et de protéagineux. Voilà en fait la réflexion globale au niveau de tout ça. Je laisse la parole à Charles pour effectivement la désintensification de la conduite de repos. Ouais, du coup, on passe du 3 en 2 en agnelage, vu que j'étais en grec avec ma mère et qu'elle a pris la retraite, donc pour se simplifier le travail, et du coup ce qu'on faisait, ce qu'on gagnait sur l'IA, c'est ce que prenait ma mère, donc au final l'exploitation continue, normalement continue pareil. Et après, ça me permettra d'avoir du temps libre l'été, quoi. En Caprin, du coup, on a évoqué 3 pistes par rapport au troupeau. Désaisonner encore plus tôt que ce que fait aujourd'hui Étienne pour bénéficier du prix du lait optimal. Passer en lactation longue, un nombre de chèvres sur l'année et diminuer le nombre de chèvres
avoir à calculer la diminution du nombre de chèvres par rapport aux charges actuelles, aux investissements réalisés sur l'exploitation pour le moment. Voilà. Et c'est surtout aussi le travail, puisqu'Étienne va se retrouver tout seul sur l'exploitation maintenant. Donc, ce que je peux rajouter, oui, par rapport au projet de diminution du nombre de chèvres, c'est que c'est pas évident, c'est sûr, il faut le calculer. Je suis aujourd'hui dans une phase d'investissement et il faut, je pense, stabiliser la production avec mon système d'aujourd'hui avant de se lancer dans le calcul de diminution du troupeau. Par rapport aux lactations longues, c'est une piste à laquelle je pense depuis quelque temps, dans laquelle il faut choisir des chèvres, les bonnes productrices, basses en cellules et des futures réformes qui pourraient permettre de faire un troupeau, un lot de chèvres en lactation longue. Ça s'accompagne d'un lot supplémentaire à gérer différemment du reste du troupeau et à gérer et de ne plus arrêter de traire, oui. Voilà. Filière bovin-viande, donc nous on est sur un troupeau avec des très bonnes performances de reproduction, 150 vaches, 150 vélages, mais on a un âge au vélage qui était de 36 mois sur l'avant-dernière campagne et depuis l'éleveur a commencé à avancer l'âge au vélage, on en est à 32 mois aujourd'hui. Notre projet c'est de diminuer le nombre de jours improductifs, donc en poursuivant l'avancement de l'âge au vélage, de le passer à 24 mois pour la totalité du troupeau. Et pour diminuer le nombre de jours improductifs, il y a un deuxième point, on est en vélage groupé avec des vélages d'automne, mais on a une vingtaine de femelles qui viennent tardivement au printemps et on se propose de réformer au plus vite ces femelles pour diminuer le nombre de jours improductifs. Oui, mais à rajouter, oui, bon, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Ça fait 2 ans que l'an dernier ça a été testé et il y a eu les premiers vélages l'an dernier et d'autres cette année là. Bon, techniquement ça va. Après, il faut quand même rester pointu. Et c'est pas, voilà, il faut s'occuper bien des génisses pour les mener au poids idéal. Après sur le papier, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça nous permet d'éliminer un lot des bâtiments et d'éliminer aussi, toutes les 24-36 mois, on les aura plus. On économise sur un lot et on pourra du coup alimenter un peu mieux les jeunes et arriver au poids recommandé. Et ensuite les vélages de printemps, à voir. Après moi c'est dans mon système. C'est des vaches un peu hors sol là que je rentre dès que j'ai sevré les vélages de septembre. Moi je rentre celle-là à la place et économiquement ça me gêne pas trop quoi. Après il y a quelques contraintes dessus, mais bon c'est des vaches qui viennent au printemps systématiquement et dans le cadre d'une simplification je peux éventuellement arrêter, mais il faudra accepter de diminuer globalement les vélages si j'arrête ce lot aussi quoi. Donc diminuer un petit peu le nombre global quoi. Voilà. En bovin lait, sur la gestion du troupeau, on n'a pas trop travaillé là-dessus parce que c'était pas la grosse problématique sur l'élevage. Après, ce qui a été évoqué là, c'est optimisation de la ration, gestion des bâtiments et des effectifs, l'âge au vélage, et la gestion des réformes. C'est ce qu'on a évoqué, mais on n'y a pas trop travaillé après. Oui, effectivement, moi dans mon système, ça fait déjà un petit moment que je travaille à la diminution des effectifs pour que ce soit plus adapté à la taille du bâtiment et aussi sur le travail de diminuer l'âge au vélage. Donc pour ce faire, j'ai mis en place, j'ai acheté il y a déjà un petit moment des colliers qui m'ont pas mal aidé en fait pour diminuer l'âge au vélage des génisses, pour mieux repérer les chaleurs. Et ensuite pour l'optimisation
de l'alimentation, effectivement, on fait systématiquement des analyses pour connaître la qualité des fourrages. Bon, d'autres des réactions, questions, interrogations? Oui, moi je vais être volontairement provocateur, mais je me demande si dans certaines situations, quoi, en fait, un associé qui part à la retraite ou quand on parle d'installation de jeunes, quoi, en fait, il vaut mieux quand il y a une crise de matières premières comme ça ou des aléas climatiques, la réponse, j'ai l'impression que des fois, c'est diminution du troupeau. Donc ça interroge sur la production, quoi. Et puis dans certains cas, c'est non renouvellement d'un associé. Alors c'est pas forcément possible, quoi, mais on va réduire les rythmes d'agnonnage, on va réduire au final la production, quoi. Et c'est vrai que malheureusement, on a l'impression que c'est un levier d'adaptation, quoi. Subi, hein, on est d'accord, mais voilà, quoi. Après, on est d'accord que ça passe par beaucoup, ça a été signalé, beaucoup l'optimisation de la ration. Déjà, l'optimisation, on sait que c'est déjà le premier levier à régler ou à activer, quoi. Donc toujours est-il, c'est plus tabou, quoi, de réduire le nombre d'animaux. Voilà. Oui. Alors, si on devait faire un troisième paquet, ça serait lequel? De agronomie, peut-être, tout ce qui est un peu. Enfin, je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, mais on peut peut-être refaire un petit tour là-dessus. Alors sur le volet plus agronomie. Enfin, nous, on avait fait des paquets un peu différents. C'était plutôt sur la méca. Enfin, on peut revenir peut-être sur l'agronomie. Ce qui avait été évoqué, c'est le semi-direct, le pâturage, la production d'énergie. Après, sur l'agronomie aussi, un peu la fertie. C'est plus la gestion des effluents, les couverts, les rotations avec des légumineuses. Voilà ce qui était ressorti des réflexions. Après, ce qui est mis en place, peut-être Viviane va sur l'exploitation, ou ce qui est possible. Oui, ce qu'il est possible de faire, c'est peut-être effectivement plus de légumineuses et travailler plus les rotations, parce que pour le moment, c'est vrai que comme on fait pas mal de maïs pivot, ça limitait pas mal les rotations. Après, pour ce qui est production d'énergie, nous, on a déjà mis un bâtiment photovoltaïque qui, pour le moment, l'électricité est vendue, mais c'est peut-être possible de penser aussi à faire quelque chose en autoconsommation. Pour ce qui est des cultures moins gourmandes en eau, mais ça, c'est clair que le maïs est directement visé, mais pour nous, pour le moment, pas de remise en cause du maïs parce que c'est la base de notre ration et que tant qu'il y a de l'irrigation, ça reste une culture rentable. Mais c'est vrai que des légumineuses, c'est certainement meilleur pour le sol et ça permettrait un peu de diminuer notre dépendance aux protéines. Donc nous, on a travaillé au niveau de l'agronomie et l'adaptation du système fourrager, notamment par la valorisation du fumier sur l'ensemble du parcellaire, notamment en apportant du fumier sur un maximum de surface en prairie afin d'améliorer le potentiel fourrager de ces surfaces. On a parlé aussi de favoriser l'implantation de la luzerne pour renforcer l'autonomie protéique de l'élevage. Optimiser le pâturage tournant. Donc en fait, l'éleveur pratique déjà le pâturage tournant, mais il y a des voies d'amélioration qui permettraient de renforcer la part de pâturage consommée dans la ration, part de pâturage qui est déjà importante. Augmenter la surface de métail fourragé, notamment par rapport à des premières coupes précoces. Et on a évoqué aussi la mise en place d'une partie du cheptel en estive. Oui, si on commence par la fin, pour l'estive, là, j'y pense pas du tout. Ça serait non, mais même par rapport à l'adaptation des animaux là-bas, je pense que ça marcherait pas. Après, au niveau du fumier, le fumier sur prairie, oui, on commence à le faire aussi. On le consacrait essentiellement aux céréales et on s'est aperçu que ça bonifiait bien les prairies, même au niveau de la régénération. Après, une piste à voir, c'est peut-être couvrir on fait des tas de fumier dehors. Alors tout ça c'est légal, mais après on a des pertes
je sais pas s'il y a des calculs réalisés là-dessus, mais voilà, on m'avait parlé de ça en formation. On a énormément de pertes par lessivage, même en tas de fumier. Enfin, il n'y a qu'à voir la couleur de ce qui coule au pied du tas. Et pourquoi pas le couvrir, quoi. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait des études là-dessus. Dans un système bio où il y a zéro achat d'engrais, peut-être que ces unités-là seraient intéressantes à conserver. Et ensuite, oui, sur le besoin de renouveler les prairies, bon, ça c'est un fait. Les luzernes pas adaptées au sol. Ouais, j'ai quand même des boulbènes, alors même en Cholan, enfin voilà, il y a une histoire de mauvais drainage aussi qui plaît pas du tout à la luzerne. Pour ce qui est des analyses, on en a eu fait, mais après c'est très hétérogène. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on marque chaque lot de bottes. Et on fait, bon, c'est du ressenti, c'est à l'œil, mais en gros, on sait, il y a des séries de bottes, il y a certaines parcelles où c'était pas bon, où le trèfle a été mal séché, ou des bottes de faible qualité, ou alors de l'extra. Enfin, après, on gère pour les lots selon mais c'est du ressenti, quoi. Bon. Et pour le métail, on en a eu fait pas mal. Ce qui marchait peut-être le mieux, c'était du métail et semer du trèfle dedans plutôt que le trèfle pur. Comme ça, on avait une bonne coupe c'était intéressant aussi. Le métail avait du trèfle ramassé cet ensemble, quoi. Mais ça reste quand même assez aléatoire le rendement du métail. On avait été très contents au début et après, on a eu ça a été plus ou moins bon. Et après, si vous voulez de la qualité, il faut le ramasser de bonne heure, mais vous n'avez pas de rendement. Enfin, c'est toujours la même histoire. Si vous tardez, vous avez du volume, mais si vous l'analysez, ça vaut pas grand-chose. Donc voilà. Mais bon, c'est des pistes intéressantes. Sur l'assolement, donc du coup, il y a déjà un travail qui est mis en place sur la ferme. Il y a déjà une réflexion puisque pour l'année prochaine, il va y avoir arrêt du maïs en silage. Donc avec réflexion de tout l'assolement, remise en place de luzerne pure. Pour les métails, du coup, Étienne en avait fait pendant 2 ans consécutifs. Il y a eu un problème avec des salissements de parcelles, donc du coup, repasser en céréales pures pour gérer les rumex, un problème de rumex. Voilà. Alors au niveau de l'assolement, je vais peut-être me redire par rapport à tout à l'heure, mais donc nous, avec les leviers qu'on avait mis en avant, c'était effectivement réorienter des surfaces qui étaient à l'origine en orge vers plutôt des surfaces légumineuses, fourragères et protéagineuses. Donc c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure, au final on est arrivé à parler de la luzerne en pur parce que c'est sur des sols calcaires chez Charles, ça c'est pas mal. Après on a parlé de manière générale aussi, pourquoi pas des associations plus diversifiées, du foin, du trèfle, là, on a parlé un peu de tout ça. En tout cas, l'objectif c'est vraiment de réorienter des terres en céréales vers des légumineuses fourragères. Et au niveau des protéagineux, on a parlé aussi peut-être des couverts, voir effectivement ce qu'on pouvait peut-être creuser sur cette piste-là, même si on n'a pas trop creusé, on a juste évoqué ça. Voilà, et on a parlé un peu plus aussi au niveau agro des fumiers et de la valorisation des fumiers. Effectivement, essayer de passer un peu plus sur toutes les surfaces avec un peu moins dosé en fumier. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas des leviers qu'on a retenus vraiment un peu, qu'on a détaillés après. Donc. Du coup, alors donc nous au niveau du système fourrager, plutôt du sol, donc une des questions c'est qu'il y avait un niveau de fertilisation relativement élevé à l'hectare. On était à 75 unités par hectare SFP. Il y avait quand même pas mal d'unités. Donc Hugo expliquera, il a déjà fait des choses à ce niveau-là. Après, la question de la légumineuse est forcément arrivée, mais c'est déjà un système où il y a une vingtaine d'hectares de luzerne, donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est de savoir si on en met plus. Avec la question qui est liée, donc j'ai évoqué tout à l'heure par rapport au troupeau, c'est le niveau énergétique de la ration. S'il y a une part de légumineuse trop importante, au bout d'un moment, on a un niveau énergétique de ration qui est difficile à compenser. Enfin, les spécialistes techniciens le diraient mieux que moi. La question du métail grain a été évoquée.
avec ses limites. Voilà ce qui a été évoqué principalement sur cette exploitation. Alors, peut-être tu peux dire par rapport à la Fertie un peu pourquoi vous avez réduit, quoi. Ben, on a réduit, on va dire on a gaspillé une partie, quoi. Avec les rendements qu'on avait et ce qu'on mettait à l'hectare, voilà, il y avait de gaspillage, on en gaspillait, donc on en met moins. Et puis là, on va désintensifier, donc plus de légumineuses, moins d'azote. Et on fait des mélanges riz-gras-trèfle. Là, on faisait 50-50 et on se pose la question même de mettre une part de trèfle encore plus importante pour justement encore diminuer encore la part de fertilisation. Voilà. Je pense qu'on va peut-être arriver à la fin sur les leviers. Je voudrais savoir s'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées dans ces grandes thématiques-là, agronomie, troupeau et alimentation. Enfin, je sais qu'il y en a qui m'ont parlé de contractualisation pour achat d'intrants. Je crois que c'était en bovin lait, si j'ai bien compris. Il y avait aussi une question sur les CUMA aussi. Mise en commun de matériel. Voilà, savoir s'il y avait peut-être juste ajouter une remarque pour les groupes qui ont pu travailler sur ces points-là. Et si vous identifiez aussi d'autres points, les autres groupes que vous voulez faire remonter, allez-y, c'est le moment. Contractualisation, c'est déjà fait sur les achats de tourteaux de soja et de colza, un peu ce qu'on a parlé. Après, il y avait c'était plus sur les sécheresses climatiques. Là, il y a ce qui était ressorti désintensification du système. Et des cultures moins gourmandes en eau pour réduire l'irrigation. Après des délégations des travaux, c'est déjà fait sur l'exploitation, mais pourquoi pas aller plus loin aussi. Nous, on a évoqué le changement de race, mais bon, étant donné qu'on est sur un troupeau blond performant, le passage en Aubrac, pour l'instant, n'a pas été retenu. Non, quitte à faire une bêtise, je passerai avec des Mirandaises plutôt. Oui, si, c'est vrai qu'on a évoqué la piste CUMA vis-à-vis du travail avec le départ à ma mère à la retraite et peut-être faire un peu de délégation CUMA, c'est possible. Après, voilà, à voir qu'est-ce qui est possible d'organiser avec les CUMA locales. Carole me souffle. Oui, on a parlé un petit peu. Donc pour l'instant, Charles en cile du Régras. Voilà, c'est posé la question au niveau de la main d'œuvre et des chantiers d'ensilage aussi de passer à de l'enrubanage plutôt que de l'ensilage. Je sais pas, tu veux en dire deux mots, mais bon voilà, ça c'est un gros point d'interrogation. À voir ce que ça peut donner. Il faut chiffrer tout ça aussi. Ouais, enfin, après, déjà, on en fait un peu d'enrubané pour l'été et principalement de l'ensilage, mais après, c'est vrai qu'on va se poser la question à un moment donné de la main-d'œuvre pour faire le chantier. Donc, peut-être il faudra évoluer dans le sens d'un rubanage. Non, il y a eu peu de questions sur la partie méca. Après, peut-être la question qui se posait, là, a été évoqué le maïs épi, c'est comment le mettre en œuvre au niveau de l'exploitation, sur les volumes, les quantités, et comment ça peut s'intégrer, puisque c'est une piste qui a été évoquée, qui touche à la fois au troupeau et au matériel, quoi. C'est comment je le fais, est-ce qu'il y a les entreprises, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire à côté, quoi, autour. S'il y a d'autres choses à rajouter, non? Bon, merci beaucoup. Donc, Jean-Louis, je ne sais pas si... Ah, il y a encore une question. Après, j'arrête de vous faire des tours de micro. Peut-être pour conclure, une question pour les éleveurs, du coup, éleveuses qui sont présents. Un petit peu votre retour aussi d'expérience sur cette année. Enfin, la thématique, on l'a choisie là en pleine crise
pleine crise ukrainienne. Après, c'est ajouté à ça la sécheresse qu'on n'a pas eu le temps de digérer pour en faire une journée encore peut-être l'année prochaine. Mais avoir un peu votre retour en fait, sur l'année qui vient de passer et les perspectives. Vous, comment vous voyez 2023 et même aussi peut-être le long terme, quoi, pour adapter vos élevages ou en tout cas pour peut-être faire évoluer certaines pratiques de manière peut-être plus globale, ou si vous voulez reprendre un levier sur lequel vous avez parlé cet après-midi. Je pense qu'on pourra conclure là-dessus sur le témoignage des éleveurs. Je commence par le bout, désolé, parce que je crois qu'on a une personne qui a une obligation de timing. Moi, je dirais que pour l'année qui vient de passer, c'est sûr que c'était une année compliquée. Il y a eu l'Ukraine et ensuite la sécheresse, donc les coûts de production s'en ressentent et les performances techniques aussi. Alors après des adaptations, forcément on y réfléchit. Ça fait quand même des années de toute façon qu'on essaie d'optimiser les coûts. Donc il y a des postes sur lesquels on peut travailler, mais après il y a quand même des limites à l'optimisation et qu'à un moment, si le prix ne suit pas, ça sera tout simplement plus possible en fait, parce que même si on peut par-ci par-là gagner quelques euros en faisant des économies ou en améliorant nos systèmes, au bout d'un moment, il est clair que vu ce qu'on nous a dit ce matin, 67 euros de plus dans mon système sur le coût de production, c'est évident que si à un moment c'est pas répercuté. Donc a priori pour 2022 le prix a suivi. Alors est-ce qu'en 2023 ça sera le cas? Ça c'est la grande question. Pour le moment, le prix du lait il se négocie en général par trimestre, donc on voit pas beaucoup plus loin que le début de 2023 et du coup on ne sait pas ce qui nous attend. Oui, moi, dans mon cas, au niveau adaptation, dans le cycle, la crainte, ce serait qu'on ait des charges très élevées et que les prix chutent, comme ça a été un peu parlé ce matin. Mais ça peut quand même se passer d'ici un an. Et là, c'est vrai que ça peut faire un peu mal. Après, l'anticiper. Moi, dans mon cas, il y a l'histoire, pour ceux qui étaient dans notre groupe, des Lidl, tout ça. On a toujours travaillé vers faire du haut de gamme, et là, on se replie vers, alors c'est pas du bas de gamme, mais vers du moyen. Et c'est vrai que du coup, je peux rebondir sur la race, c'est que, en taquinant un peu, mais si je fais de la blonde, c'était aussi pour qu'elle s'exprime au maximum, quoi. Et si on doit faire du milieu de gamme, c'est vrai que c'est peut-être pas la race adaptée et qui va pas rentabiliser les intrants qu'on y met. Mais donc, le changement de race, quand même, ça me paraît très compliqué. Mais je sais pas du tout dans mes actualités. Mais après, si, moi, je suis plus dans un développement maintenant. Enfin, je suis pas encore trop vieux, mais. Donc je pense qu'on peut s'adapter encore, mais comme vous dites, on peut extensifier, développer le pâturage, diminuer les coûts. Il y a encore quelques pistes. Simplifier, toujours optimiser, voilà. Mais c'est sûr que il faudra rester prudent. Après, la prudence, ce sera d'abord sur la méca qu'on peut toujours repousser. Il y a des postes comme ça où ça peut quand même attendre. Et voir venir un petit peu, mais je ne sais pas que ça donnera d'ici un an, quoi. Je ne sais pas du tout. Moi, il me semble qu'on va être vite à des plafonds quand même, mais à voir. Oui, c'est vrai qu'au niveau, la hausse des charges est quand même assez spectaculaire, donc c'est vrai que pour voir dans l'avenir assez proche ce qui va faire la différence, on peut chercher des leviers pour optimiser. Mais on voit quand même que ça n'arrivera jamais à compenser les hausses de charges. Je pense que ça ne peut se faire au niveau où on est aujourd'hui que de par l'augmentation du prix du lait, qui pour nous en chèvre on n'a pas suivi. Pour le moment en tout cas, on espère d'autres hausses pour le début 2023, mais bon, c'est pas gagné. Qu'est-ce que va faire la consommation? Tout ça, on est dans des incertitudes quand même globales à tout niveau de la filière, quoi. Donc, c'est vrai que on essaye de trouver des pistes et c'est très bien à notre niveau, mais bon, c'est vrai que le travail doit se faire sur toute la filière. Voilà.
Moi, mais du coup, je pense que s'adapter, c'est notre métier qui veut ça, ou essayer de s'adapter, quoi. Après, le problème, c'est que c'est les charges, quoi, qui nous plombent. Enfin, on a beau réfléchir à baisser les quantités d'engrais, mais les prix augmentent derrière. Donc, à un moment donné, même en réduisant les doses, on est dans le sac, quoi. Enfin, ça nous coûte même plus cher que l'année d'avant. Oui, le prix d'agneau compense un peu. Oui, on a cette chance-là, indirectement, par rapport à d'autres productions, quoi, qui arrivent à compenser même l'aliment, quoi. Ben nous, pour ce qui est de moi, de ma production laitière, on a notre industriel société pour pas le citer qui annonce 130 € les 1000, mais c'est 130 € sans compter en incluant les 40 qu'il a mis en fin de campagne. Coût de production qui est estimé à 200 €. Donc il y a quand même, donc après on peut réfléchir à toutes les marges de manœuvre qu'on veut. À un moment donné, s'il met pas la main à la pâte, il y a des éleveurs qui vont mettre la clé sous la porte, quoi. Et le truc qu'il y a, c'est que pour lancer Roquefort, il y a encore 8 ou 10 ans de ça, on était pas loin de 2000, on n'est même pas 1500. Donc je pense que il y a quand même un gros problème, hein. Mais bon. Après, moi, personnellement, je suis assez optimiste parce que demain, il y en aura besoin. Donc bientôt, peut-être ils viendront supplier les types pour venir traire des brebis, mais il faudra qu'ils mettent la main à la pâte, sinon ça marchera plus, quoi. Et c'est là où je dis, la loi Egalim 2, bon, on dit qu'elle a fait du bien. À notre niveau, dans l'élevage, je sais pas, hein. Je me demande où c'est qu'elle nous a fait du bien, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et alors je vous présente à la fin du coup parce que j'ai oublié de vous présenter au début. Enfin, en tout cas, merci donc Jean-Christophe et Hugo pour la filière au vin lait. Ça va, c'est bon, je me suis pas trompée. Anne-Julie et Charles pour la filière au vin viande. Étienne et Magali, du coup, merci d'avoir remplacé Benoît. On a eu une petite surprise Covid hier, donc merci Magali pour la filière caprin. Merci Jean-Claude et Laurent du coup pour la filière bovin viande et Richard et Viviane pour la filière bovin lait et les collègues de Lidl aussi, donc Aurélie, Claire-Lise, Yannick, Carole et Emmanuel. Donc voilà pour votre super boulot et pour les ateliers qui ont été riches puisqu'on a eu du mal à vous sortir des salles. Je pense qu'on peut conclure. Je vais vous libérer aussi parce que c'est bon, vous avez passé assez de temps en bas. Allez vous asseoir. Merci encore. Et je laisse la parole à Jean et Jean-Louis pour conclure la journée. Avec le dernier micro qui marche encore à la fin de la journée. Bon, on va pas épiloguer. Moi, j'ai trouvé, je sais pas vous, mais j'ai trouvé que c'est quand même un super tour d'horizon qu'on a fait tout aujourd'hui, hein, en partant ce matin de contexte mondial, européen, national, pour zoomer sur la réalité des élevages de la région. Et en fait, en vous écoutant parler, j'ai l'impression que oui, c'est un métier vraiment très complexe que celui d'éleveur. Donc, on gère des animaux, des surfaces, etc. Donc, effectivement, en contexte d'incertitude, donc c'est chapeau pour. J'ai vu aussi qu'il y avait quand même déjà beaucoup d'agilité dans ce que vous faites, parce que vous vous êtes déjà adapté. Notamment à la grosse crise flambée des prix de 2022. Donc on espère qu'en 2023 ça sera moins pessimiste. Et pour tous les participants, donc j'espère que vous avez trouvé de l'intérêt donc à cette journée. Donc où on a essayé de mixer un peu des apports, des échanges en petits groupes. Voilà, vous nous direz dans l'évaluation hein, si ce genre de format vous va bien et si l'année prochaine on peut améliorer. Voilà, donc Jean-Louis, je te laisse le mot de la fin. C'est très gentil. Voilà, donc j'ai trouvé moi aussi que les échanges avaient été très riches. Voilà, la diversité des participants a permis
d'avancer, de faire évoluer chaque agriculteur à présenter son cas, et du coup on a bien vu qu'il y avait des marges de manœuvre, mais qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, les marges de manœuvre, malheureusement, elles sont quand même limitées, et qu'on dépend beaucoup de la vente des produits derrière, et que c'est la vente de nos produits qui va nous permettre de compenser cette hausse de charges et les sécheresses que l'on a à répétition aussi. Donc voilà, pour le mot de la fin, juste vous remercier toutes et tous pour votre participation, nombreuse encore chaque année, à ces journées IRD. Jusqu'au bout, voilà. Bon, on a tenu le timing, donc c'est bien. Donc merci à tous et toutes. On vous fera passer une évaluation par mail. Voilà, donc vous nous donnerez votre avis sur la journée, éventuellement sur les thèmes pour l'année à venir, pour l'année 2023. Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde pour la prochaine journée élevage? Voilà. Et les présentations de la journée, donc on vous les a distribuées par papier, elles seront aussi disponibles sur notre site internet. Les dernières versions, voilà, parce qu'il y a eu des petits retardataires. Mais et il y a aussi on essaye la captation audio et vidéo pour la première fois. Donc vous étiez là, mais pour vos collègues qui n'ont pas pu venir ou que ça intéresse, il y aura les vidéos qui seront disponibles aussi. Voilà, donc c'est tout. Merci beaucoup. Je vous envoie encore quelques mails et après je vous laisse tranquille pour un an, promis. Et j'espère qu'on vous revoit l'année prochaine à la prochaine journée IRD. Merci beaucoup.